Bonjour les gens, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières lectures. Donc avant en préambule, ce que je voulais dire, ça fait quelques temps que je me suis mis à lire et je suis pas mal de vidéos sur YouTube de différentes personnes qui parlent de leur lecture, de leur passion. Pendant longtemps, j'avais pas forcément beaucoup d'attrait pour ça. Et il y a eu une époque dans ma vie où j'ai ressenti le besoin de lire et j'en ai éprouvé quand même pas mal de plaisir. Et depuis, je me suis pas arrêté. Donc il y a des moments, il y a des lectures qui plaisent, il y en a d'autres qui me plaisent pas. Le but est juste de pouvoir partager avec vous qu'est-ce qui a pu me plaire, ce qui vous pourrait vous plaire et que je ne connaîtrais pas. Comme ça, on échange sur nos lectures du moment. Donc voilà, donc je vais vous présenter mes premières lectures, enfin mes dernières lectures plus exactement. Donc le premier livre que je vais vous parler, c'est de Bernard Werber sur les fourmis aux éditions Le Livre de Poche. Donc en fait, ce livre est composé d'une trilogie. Donc voici le premier tome, Les fourmis. Il est suivi du deuxième tome, Le Jour des fourmis. Et le troisième tome, c'est La Révolution des fourmis, donc toujours aux éditions Le Livre de Poche. Donc pour ma part, en fait, j'ai déjà lu les deux premiers tomes, donc Les fourmis et Le Jour des fourmis. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Donc il y a Jonathan, il va hériter de son oncle, et son oncle, lui, était un scientifique, et il travaillait dans la recherche sur les fourmis. Et son oncle avait une cave dans sa maison son oncle lui recommande surtout de ne pas descendre dans la cave. Donc vous imaginez bien que quand on recommande à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, c'est la première chose qu'il fait. Donc Jonathan va descendre dans la cave et il va réaliser une découverte incroyable. Donc la découverte, c'est pas seulement lié aux fourmis, parce que vous l'aurez bien compris, que ce livre, cette trilogie parle des fourmis, et je trouve que cette histoire est vraiment très riche, très abondante. Elle est en constant rebondissement. Du moment où Jonathan descend dans la cave, il y a péripéties sur péripéties qui se passent. Vous serez plongé au cœur d'une société, donc dans une fourmilière. On va découvrir comment les fourmis interagissent les unes envers les autres, comment elles se développent en société, comment leur hiérarchie, comment elles fonctionnent, comment elles luttent contre d'autres insectes ou d'autres animaux qui pourraient essayer de vouloir les attaquer. En fait, c'est comme notre société, mais à une échelle infiniment beaucoup plus petite, et comment elle fonctionne et comment elle se développe. Mais au-delà de ça, au-delà de ces faits qui sont basés sur des faits scientifiques, c'est aussi comme un roman d'aventure, ou également un roman policier. Il y a également de la science-fiction derrière, et tout cela s'enchaîne de manière magistrale. On s'ennuie pas en lisant ce livre. En tout cas, j'ai vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à lire ce livre. Donc l'autre livre que je vais vous présenter, c'est L'âme d'une pieuvre de Simon Montgomery aux éditions Calman Levy. Donc quand j'ai été acheter les livres pour cet été, je suis tombé sur ce livre, et quand j'ai lu que c'était Peter Wohlleben, auteur de La vie secrète des arbres, un livre que j'avais lu cette année qui disait qu'il était dithyrambique sur ce livre. Il disait c'est le livre qui fait découvrir l'âme des océans. J'ai dit voilà, ça c'est le livre qu'il te faut pour cet été. Tu vas aller à la plage, tu vas pouvoir apprendre comme tu as pu apprendre sur les arbres et voir les animaux de manière différente. Et ce qui m'avait touché, c'était l'âme des océans. Après avoir lu ce livre, je peux dire personnellement que j'ai été très déçu de ce livre, parce que l'âme des océans, c'est peut-être la pieuvre, mais la pieuvre dans le livre, en fait, elle est dans un aquarium, et on parle de pieuvres qui sont essentiellement dans un aquarium. Et en fait, la personne qui a écrit le livre, elle raconte
comment elle était bénévole, elle se rendait dans un aquarium aux États-Unis, et comment elle soignait les pieuvres, et toute la recherche qui est faite, qui est liée à ces animaux. Donc c'est bien, tant mieux qu'il y ait des scientifiques qui recherchent sur les animaux, et c'est bien de soigner les pieuvres. Mais personnellement, moi je trouve que l'animal il devrait vivre dans son élément qui est l'océan, et pas forcément être enfermé dans un aquarium. Donc rien que ça m'a assez refroidi. Et j'ai trouvé que dans le livre, il y avait une grande partie du livre qui était essentiellement portée sur comment la personne allait ressentir sa rencontre avec la pieuvre, parce qu'elle va à l'encontre des pieuvres, ce qu'elle avait toujours rêvé, et les soins qu'elle apporte. Donc c'est vrai que ils apportent des soins, ils s'en occupent, ils les nourrissent, mais bon, à la limite c'est normal puisqu'ils les font vivre en captivité. Mais personnellement, je suis désolé, mais j'étais très déçu. Donc je suis désolé, mais je peux pas porter beaucoup d'éloges sur ce livre. Donc troisième livre, enfin avec la trilogie, donc c'est le troisième livre que j'ai lu cet été. Donc c'est Enterre mon cœur à Wounded Knee, une histoire américaine de 1860 à 1890 de Dee Brown aux éditions Albin Michel. Je peux dire que c'est l'un des livres les plus poignants que j'ai pu lire dans ma vie. Donc Dee Brown en fait, il nous raconte la vie des Indiens d'Amérique. Mais comme souvent en fait, l'histoire en fait elle est racontée par ceux qui gagnent la guerre et pas forcément par ceux qui la perdent. Or là, Dee Brown en fait, il a enquêté, il a déterré beaucoup d'archives qui sont disponibles aux États-Unis, des archives donc historiques, et il nous raconte comment les Indiens d'Amérique ont vécu en fait le fait que les anglo-saxons aient débarqué et qu'au fur et à mesure ils les aient parqués sur des réserves à chaque fois de plus en plus loin du bison, de plus en plus loin de leur lieu traditionnel où ils vivaient, qui est leur terre, la terre de leurs ancêtres, là où ils avaient leur rites et leurs coutumes, et c'est vraiment saisissant. Et cette histoire, en fait, on découvre les Indiens d'Amérique à travers chacune des tribus. Donc, que ce soit les Apaches, les Comanches, les Sioux, les Cheyennes, et j'en oublie encore beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce livre, c'est comment les chefs indiens ils réagissaient face aux anglo-saxons. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les anglo-saxons ils les bousculaient, ils les repoussaient hors de leur terre, eh ben, ils pensaient à chaque fois, les chefs indiens, et la plupart du temps, ce qui fonctionnait toujours de la même façon, c'est qu'ils pensaient d'abord à leur peuple avant de penser à eux-mêmes, et quitte à se mettre eux dans l'embarras, et ils faisaient tout pour penser au bien de leur peuple avant de penser à leur propre personne. Et finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, la guerre et les combats, c'était pas forcément les Indiens qui provoquaient, c'était plutôt les Anglo-Saxons, et les Indiens, c'était qu'une manière en fait de se protéger, et c'était une solution ultime. Ce n'était pas une finalité forcément pour eux. Et ce livre, il est bouleversant. Il est vraiment bouleversant. Allez, dernière lecture. Donc, c'est le livre de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir, aux éditions Flammarion. C'est Champ Science. Donc, comme vous le voyez, il y a encore mon marque-page. J'ai pas encore totalement terminé le livre. Il me reste à peu près 100 pages à lire. Donc, c'est un livre que Stephen Hawking a écrit dans les années 70, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, c'est le premier livre qu'il avait écrit qui s'adresse à des non-spécialistes. Donc, il part du Big Bang et il va vers les trous noirs. Et donc, il essaye de vulgariser le mieux possible, même si les sciences n'est pas toujours facile à saisir par rapport aux théorèmes qui sont quand même complexes. Et pour expliquer comment il va du Big Bang vers les trous noirs, que
que sont les trous noirs, qu'est-ce qu'ils font dans l'univers, pourquoi on appelle ça un trou noir, pourquoi noir, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de lumière. Donc ce livre est intéressant. Je reconnais que parfois je suis obligé de relire la page pour être sûr d'avoir bien saisi, mais en prenant le temps, on arrive à suivre, on arrive à bien comprendre. Et c'est un gros travail qu'avait fait Stephen Hawking. Je suis assez fier de pouvoir lire son livre, même si je sais que je suis pas certain de tout retenir. L'essentiel, c'est voilà, de passer un bon moment et de découvrir quelque chose d'autre sur la cosmologie. Bon, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai fini de vous présenter mes dernières lectures. Ben, je referai une vidéo quand j'aurai suffisamment de matière. Après, en barre d'informations, je vais vous mettre les liens des livres, un lien vers Babelio. Comme ça, après, libre à vous de vous procurer les livres où bon vous plaît, où ça vous plaît. Allez, bonne journée, au revoir.